À la fin du XVIIIe siècle, la France est un pays épuisé. Les récoltes sont mauvaises, le prix du pain augmente et la colère gronde dans les rues. Le peuple a le sentiment d'être abandonné par ceux qui gouvernent. À Versailles, pourtant, la cour continue de vivre dans un monde à part, protégée par les murs dorés du palais. Au centre de toutes les critiques se trouve une femme, Marie-Antoinette, reine étrangère, devenue le symbole parfait de tout ce que le peuple déteste. On l'accuse de gaspillage, d'arrogance, d'indifférence. Peu importe que ces accusations soient exagérées ou fausses. L'image est déjà installée, et une image, une fois ancrée, est presque impossible à détruire. C'est dans ce climat de méfiance et de haine qu'un objet oublié refait surface. Un collier extraordinaire, composé de diamants d'une valeur inimaginable. Un bijou conçu des années plus tôt pour une favorite royale, jamais payé, jamais porté, jamais vendu. Les joailliers qui l'ont créé sont ruinés. Ils cherchent désespérément un acheteur. Et ce collier, trop coûteux pour exister sans scandale, attend son moment. Marie-Antoinette connaît ce bijou. Elle l'a vu, elle l'a refusé, trop cher, trop indécent pour une France affamée. Mais ce refus restera invisible, car la vérité n'intéresse déjà plus personne. Ce qui compte, c'est ce que l'on est prêt à croire. Dans l'ombre, certaines personnes comprennent très vite le potentiel de cette situation. Elles voient dans ce collier une arme, pas une arme de métal, mais une arme sociale. Une arme capable de détruire une réputation sans verser une goutte de sang. Il suffit de quelques lettres, de quelques témoins inventés, de quelques silences bien placés. Le scandale n'existe pas encore, mais tous les ingrédients sont réunis. Dans une France prête à basculer, il ne manque plus qu'une étincelle, et cette étincelle portera bientôt le nom de la reine. Dans une France déjà prête à exploser, la rumeur se propage plus vite que la vérité. Le peuple ne cherche plus à comprendre, il cherche un responsable. Et Marie-Antoinette est devenue la cible idéale. Étrangère, reine, symbole du luxe, elle incarne tout ce que la misère rejette. C'est alors qu'une femme entre discrètement dans l'histoire. Elle n'a ni titre, ni fortune, ni pouvoir réel. Mais elle possède quelque chose de bien plus dangereux, l'audace de mentir sans trembler. Elle prétend être proche de la reine, elle affirme avoir accès à ses secrets. Et peu à peu, certains commencent à la croire. Des lettres apparaissent, des messages soi-disant écrits par Marie-Antoinette. Des mots tendres, des promesses murmurées, des ordres secrets. Tout est faux, mais tout est parfaitement construit. L'écriture imite celle de la cour. Le ton semble crédible. Et surtout, ces lettres confirment ce que beaucoup veulent déjà croire. Le mensonge prend forme. On raconte que la reine désire le collier en secret, qu'elle n'ose pas l'acheter publiquement pour éviter le scandale, qu'elle agit dans l'ombre pendant que le peuple souffre. Cette histoire est simple. Trop simple, mais elle est efficace. Les joailliers, ruinés et désespérés, veulent croire à cette version. Des intermédiaires apparaissent. L'argent circule, le collier change de main. Les diamants sont démontés, vendus, dispersés. Et pendant ce temps, le nom de Marie-Antoinette circule dans chaque conversation. La vérité existe encore. Elle est claire. Elle est vérifiable. Mais elle est silencieuse. Et face à un mensonge répété 1000 fois, le silence n'a aucune chance. Le scandale est désormais lancé. Il ne reste plus qu'à le rendre public. Lorsque l'affaire éclate au grand jour, personne n'est réellement surpris. La rumeur circulait déjà depuis trop longtemps. Ce qui choque, ce n'est pas l'accusation. C'est le nom qu'elle vise. Marie-Antoinette, reine de France. L'arrestation est publique. Volontairement humiliante, la monarchie espère montrer qu'elle contrôle encore la situation. Mais en réalité, elle vient d'offrir un spectacle parfait à une foule avide de scandales. La cour voulait étouffer l'affaire. Elle l'expose. Très vite, les journaux s'en emparent. Les pamphlets circulent. Les caricatures se multiplient. Chaque détail est amplifié, déformé, exagéré. Les faits importent peu. Ce qui compte, c'est l'histoire que l'on raconte. Et cette histoire est simple à comprendre. Une reine avide, un bijou obscène, un peuple affamé. Marie-Antoinette nie tout. Elle affirme n'avoir jamais commandé le collier. Elle n'a jamais écrit ses lettres. Elle n'a jamais agi dans l'ombre. Et sur le plan juridique, elle dit la vérité. Mais sa parole arrive trop tard. Dans l'esprit du public, le verdict est déjà rendu. Le procès devient un théâtre. Les accusés parlent. Les témoins se contredisent. Les preuves sont fragiles. Mais l'opinion n'écoute plus. Ce n'est plus une affaire de justice. C'est une affaire de symbole. Lorsque la reine est officiellement innocentée, la foule ne célèbre rien. L'acquittement n'efface pas le scandale. Au contraire, il renforce l'idée d'un système corrompu qui protège les puissants. La monarchie pensait sauver son image. Elle vient de la condamner. À partir de cet instant,
Marie-Antoinette n'est plus seulement une reine contestée. Elle devient un mythe négatif, une figure de haine, une incarnation de tout ce que le peuple rejette. Le collier n'est plus un bijou, il est devenu une preuve imaginaire. Et dans une France déjà instable, cela suffit à faire basculer l'opinion. Après le procès, la monarchie pense que le pire est passé. La justice a parlé. Officiellement, la reine est innocente. Mais dans la rue, personne n'écoute les verdicts. Ce qui compte désormais, ce n'est pas la vérité, mais le sentiment d'injustice. Le collier devient un symbole. Pas celui d'un crime réel, mais celui d'un pouvoir déconnecté. Dans l'esprit du peuple, Marie-Antoinette incarne désormais tout ce qui va mal. Le luxe, le mépris, l'aveuglement. Peu importe qu'elle ait refusé ce bijou. Peu importe qu'elle n'ait jamais écrit ces lettres. L'image est plus forte que les faits. Les pamphlets continuent de circuler. Les caricatures deviennent plus violentes. On ne critique plus seulement la reine. On attaque la monarchie elle-même. Chaque crise économique, chaque pénurie, chaque rumeur trouve désormais un visage. Et ce visage est celui de Marie-Antoinette. À Versailles, on sous-estime encore la portée de ce rejet. La cour vit dans l'illusion que le temps calmera les esprits. Mais le scandale a déjà changé quelque chose de fondamental. Il a brisé la confiance. Et une fois la confiance détruite, aucun discours ne peut la réparer. Le peuple n'a plus besoin de preuves. Il a une histoire à laquelle croire. Une histoire simple, émotionnelle, répétée sans cesse. Une reine qui ment. Une cour qui protège. Un système corrompu. Ce scandale n'a pas déclenché la révolution, mais il l'a rendue possible. Car avant que les empires ne tombent, ils cessent d'être crus. Et à partir de ce moment, tout devient instable. Des années plus tard, lorsque la révolution éclate enfin, beaucoup cherchent une date précise, un événement clair, une cause unique. On veut un moment exact, un déclencheur visible, une étincelle facile à identifier. Mais les grandes chutes ne commencent jamais ainsi. Elles ne naissent pas dans le bruit, mais dans le silence. Elles commencent plutôt dans les esprits, dans la lassitude, dans la confiance qui disparaît lentement, dans les histoires que l'on choisit de croire, même lorsqu'elles sont fausses. Le scandale du collier n'a pas renversé la monarchie. Il n'a pas fait tomber les murs de Versailles. Il n'a pas déclenché les premières émeutes ni ouvert les portes de la Révolution. Mais il a accompli quelque chose de bien plus dangereux. Il a modifié la perception. Il a transformé une reine en symbole et un symbole en ennemi public. Marie-Antoinette n'est pas tombée à cause de ce qu'elle a fait. Elle est tombée à cause de ce que l'on a raconté sur elle. À cause d'un mensonge devenu collectif, à cause d'une image répétée encore et encore jusqu'à remplacer la réalité. Lorsqu'elle montera sur l'échafaud, beaucoup se souviendront encore du collier. Non comme d'un bijou, mais comme d'une preuve imaginaire de trahison, ancrée dans les mémoires. Dans cette affaire, la vérité a pourtant existé. Elle était claire, elle était accessible, elle pouvait être vérifiée. Mais elle n'était plus utile. Car une société en colère ne cherche pas des faits, elle cherche un récit simple. Un responsable et identifiable, un visage à haïr, un symbole à détruire pour donner un sens à sa souffrance. C'est ainsi que les régimes s'effondrent, pas seulement par la force ou par la violence, mais par la perte de crédibilité, par l'érosion lente de la confiance, par cette rupture invisible entre le pouvoir et ceux qu'il gouverne, rupture que plus aucun discours ne peut réparer. Le collier n'était qu'un objet, un assemblage de pierres précieuses, sans volonté propre. Mais il a révélé une faille profonde. Et dans une France déjà fragilisée, déjà méfiante, déjà épuisée, cette faille a suffi à tout précipiter. L'histoire ne bascule jamais au moment du choc final. Elle bascule bien avant, au moment où la confiance meurt, au moment où le doute devient certitude, au moment où l'on préfère croire une histoire plutôt que la vérité. Si vous avez apprécié cette histoire, abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir d'autres récits historiques qui ont changé le cours du monde.